Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 34, spécial imposteur, partie 2. Cette semaine, mon champion de la semaine crie à l'imposture, mais se fait accuser d'être un imposteur. Et moi, je vous parle d'un homme qui fait mentir le proverbe « Nul n'est prophète en son pays ». Bonne écoute! Marie-Ève, Nicolas! comment ça va? Ça va super bien, toi? Très bien, merci. Un peu à bout de notre vie. Ouais, déménagement C'était fini, rough. là. C'était rough. Ouais, c'était rough. C'était rough. Des grosses journées. La courbe d'apprentissage est difficile. Ouais, c'est ça. Tu pars d'un 4,5 dans une maison. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses à apprendre. On est vraiment des novices. D'habitude, t'apprends ça quand t'as 20 ans, puis t'es en forme. Oui, écoute, comment je te dirais bien ça? Une pelouse, là. C'est une invention du diable, cette histoire-là. C'est l'envers, une pelouse. Ça, puis une piscine, ouais. Tabarouette, c'est bien... Ouais. Écoute, on prend une pause de déphasage de boîte pour venir vous faire des cas, la partie 2 de Imposteur. Yes, sir. C'est ton tour de faire le gros cas. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt. J'espère que toi, t'es en forme, Je suis en feu. parce que c'est tout un cas. Moi, je suis en feu. J'espère que je dépasserai pas trop. Non, C'est c'est long. Il y a plein d'affaires. Honnêtement, c'est la première fois que je me dis qu'on aurait pu faire un cas puis faire un genre d'after show ou quelque chose de même. Ah oui. On pourrait peut-être commencer à enregistrer des épisodes puis releaser une coupe d'une shot, mais qu'on ait le goût de se faire un Patreon, là, parce que ce cas-là, je te dirais que j'ai pas tout mis parce que ça arrête plus, là. Ah oui, je t'entendais taper. Tac, 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 tac. J'étais comme, ça va-tu? T'avais l'air passionné, t'as tapé toute seule dans ton bureau pendant, je sais pas, 2, 3, 4 heures. Ouais, c'est ça. T'étais vraiment passionné de cette... Puis tu sortais des fois, je vais pas mettre la barre trop haute, mais tu sortais en disant « C'est bon! » Ouais, c'est ça. J'espère que je fais honneur au cas. Écoute, moi, je suis toute excitée. Ce soir, veux-tu savoir qu'est-ce qu'on boit? Oui. On boit des prêts à boire. Écoute, le nom est simple. Ça s'appelle Aperol Spritz. C'est des prêts à servir. Mon Dieu, on dit pas prêts à boire, Marie-Ève, on dit prêts à servir. En vente à la SAQ, en paquet de 4 ou en paquet de 3, j'ai vu les deux. Des petites bouteilles vraiment cute, vintage, de 200 ml qui se décapsulent. Mignon, c'est fait avec du Prosecco, de la liqueur amère naturellement et un soupçon d'eau pétillante. Donc, ça vient de l'Italie, degré d'alcool à 9%. J'ai vu que le distributeur, c'est, je pense, le producteur, c'est David De Campari. Vraiment bon. J'aime vraiment ça. Ouais. Oui, vraiment Moi, j'aime bon. bien, moi aussi. Oui, c'est très bon. Donc, je vous encourage à aller vous en procurer. C'est l'été qui commence. C'est bon des apérols spritz. Puis tant qu'à tout acheter, le Prosecco, puis la liqueur amère, puis les fats, puis tout. Écoute, on n'avait pas d'orange, là. Faut que je mette une petite tronche d'orange dedans. C'est vraiment, vraiment bon. Ouais. Tu sais, des fois, on se demande, là, on se dit pourquoi on a des prêts à boire. Là. Une période de déménagement, c'est une très bonne excuse d'avoir des prêts à boire. Oui, parce que on n'a pas encore trouvé le shaker. Non. On sait pas il est où. On n'a pas de shaker, on n'a pas de bouteille, on n'a rien. Donc, on a des prêts à boire. Oh! Cadeau de mon amie Mimi. Oui. En fait, c'est Mimi qui m'a donné ça quand elle est venue voir la maison. On la salue. Merci Mimi pour les apérols spritz que l'on déguste ce soir. Et nous avons un shout-out. Qui nous vient de... Patrice. Pas sur Apple Podcast, hein, cette fois-ci. Pas cette fois. Il nous a écrit directement sur Messenger, sur notre profil. Si vous avez déjà mis un commentaire sur Apple Podcast, parlez-en à vos amis qui viennent en mettre, parce que là, on n'a plus de shout-out. Ouais, là, faut plus de bons commentaires, là. Ouais. Si vous nous aimez, là... Pas pour vous menacer. Prouvez-le. Prouvez-le. Non, allez mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, allez mettre 5 étoiles sur Spotify et
Aussi, si vous nous aimez, cliquez sur le petit cœur pour mettre notre podcast dans vos favoris. Oui. Comme ça, tous les épisodes seront, si vous nous mettez dans vos favoris, tous les épisodes seront téléchargés et ça va nous donner l'occasion, ça va vous donner l'occasion de ne pas manquer d'épisodes parce qu'ils sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Donc, Patrice, par Messenger, nous dit « Bravo pour votre émission. Je suis rendue à l'épisode 10. Vous m'accompagnez dans mon télétravail. Continuez votre beau travail. » Merci, Patrice. Merci beaucoup. Puis, écoute, t'en restes 24. Fait que on est content pour toi. Ça augmente 3 fois par mois. Yes! J'espère que t'as beaucoup de jobs parce que t'en restes 24. Puis, on va en faire d'autres. Donc, c'était mon shout-out. On enchaîne avec le champion. On a-tu tout fait les introductions? Je pense que oui. Je commence à être rouillé. Comme j'ai la tête ailleurs depuis 2 semaines. OK, mais attends, j'ai un bon champion. Tu veux-tu savoir? Ben certainement. OK. Je suis là pour ça. OK. Je me suis assis. J'ai aspiré un Aperol Spritz pour ça. OK, calme-toi. Calme-toi bien dans ta chaise. Je vous rappelle le thème imposteur. Partie 2, j'en ai un vraiment bon, un imposteur, OK? Un fraudeur. Oh, on les aime. Oui. L'histoire commence dans les années 80 à Albuquerque. Albuquerque. Merci, Nicolas. Qu'est-ce que c'est ça, cette ville-là? Je sais pas, mais si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de places aux États-Unis qui s'appellent comme ça, mais c'est genre Texas ou Nouveau-Mexique, là. Nicolas, Nouveau-Mexique. mon Dieu. Breaking Bad se passe là. Micheline de 5e année capoterait ton prof de géographie. À côté de El Paso? Je sais pas, mais sûrement. Vite de même. Ça sonne comme proche de El Paso. Donc, Albuquerque, au Nouveau-Mexique, OK? Dans les années 80. OK. Je te présente William Woods, qui travaille depuis quelques années dans un petit stand à hot dog modeste. Son patron décrit William comme étant bonasse, sans malice, tellement qu'il pourrait facilement faire profiter de lui. Oh. William, là, c'est une bonne pâte, OK? En 88, un employé s'ajoute à la petite entreprise. Cet employé s'appelle Matthew David Cairns. Les deux hommes ne fraternisent pas vraiment, OK? C'est pas des amis, chacun fait sa petite affaire. Mais un jour, le portefeuille de William Wood disparaît mystérieusement et celui-ci accuse son nouveau collègue. Ah non. Matthew. Effectivement, après l'avoir sublimement ignoré, Matthew lui remet le portefeuille. C'est lui qui l'avait pris. OK. William Woods vérifie à l'intérieur, il voit que sa carte d'identité et que son acte de naissance est toujours là, donc il n'en fait pas de cas, continue sa vie. Il traîne son acte de naissance dans son portefeuille. C'était un homme prévoyant. Mais hein? Qui sait quand tu as le goût de t'inscrire à l'université? C'est ça, hein? On sait pas. Ouais. Fait que tu es toujours prêt. William Woods, notre bonasse, employé de Stand Dog, reprend ses affaires et continue son bonhomme de chemin. Cependant, Mathieu cessera à ce moment d'utiliser son propre nom pour utiliser celui de son ancien collègue, William Woods. Wow. Au début, Matthew se contentera seulement de faire des chèques sans provision sous l'identité de Woods et un mandat d'arrêt sera émis contre Woods. Ben oui. Tranquillement, par exemple, Matthew, sous l'identité de Woods, va prendre une vie assez rangée. Là. Il va se ranger. En 90, il va obtenir une carte d'identité du Colorado sous le nom de William Woods. Il va trouver un autre emploi dans un fast-food, puis il va ouvrir un compte bancaire. Il va se marier, il va avoir un enfant qui portera le nom de Woods. Non! Oui, il fait vraiment une vie sous le nom de William Woods. Mais qu'est-ce qu'il y avait à quitter sa vie comme ça? C'est une excellente question, on va y revenir. Il va finir par obtenir en 2012 un acte de naissance certifié en utilisant les informations du site Ancestry.com. Wow! Avec les informations, il va savoir c'est qui ton père, c'est qui ta mère, puis là, il va comme obtenir... C'est fou, là, ces affaires-là. C'est public? Oui, peut-être tu peux payer. Ou semi-public. Ou tu sais, quand tu prouves que t'es Woods, ils t'envoient l'arbre généalogique de la famille, puis... C'est ça. Il y avait déjà un acte... il a commencé par une carte d'identité du Colorado, puis ça a comme déboulé.
Il va grimper l'échelle sociale, en fait. Il va obtenir un très bon emploi en tant qu'architecte des systèmes dans les hôpitaux et cliniques de l'Université de l'Iowa. Il va gagner plus de 700 000 $ sur une période de 10 ans. Fait qu'un salaire de 70 000 $ par année dans les années 90, c'est très bon. Ben ouais. Il contracte des prêts aussi, là, beaucoup de prêts de tout genre. C'est Ah, quelqu'un ben oui, qui hein. aime beaucoup consommer. Finalement, pendant ce temps, oui, c'est ça, je le dis. Pendant ce temps, le véritable William Woods vit un sale quart d'heure. Lui, sa vie va pas comme Matthew qui se fait passer pour Woods. À cause de ça ou pour d'autres raisons? En général. OK. Lui, il monte pas à l'échelle sociale, je te dirais. Comme son patron l'a décrit, c'est quelqu'un d'extrêmement bonasse qui se contente de peu. Après avoir quitté son emploi au Nouveau-Mexique de Stanandog, il va se promener, il va enchaîner les petits boulots à travers le sud-ouest des États-Unis, il va être vendeur de pierres précieuses, commis dans une laverie automatique. Et pendant 20 ans, il va galérer. OK? 30 ans, en fait. En 2019, il est sans abri, depuis un petit bout déjà. Mais le 20 août 2019, le véritable William Woods a été mis au courant que quelqu'un avait contracté d'importantes dettes à son nom. Donc, il s'est présenté dans une succursale d'une banque où est-ce qu'il s'est fait dire qu'il y avait des dettes, des prêts, des comptes à son nom. Puis, il possède des papiers d'identité, naturellement, à son nom. Fait qu'il va essayer de faire fermer ses comptes en lui disant « Je comprends pas pourquoi j'ai des dettes, ces comptes-là sont pas à moi, pourtant ça a l'air d'être à moi, ça marche pas. » Malheureusement, les employés, dont le directeur adjoint, va y poser des questions de sécurité pour s'assurer que c'est bien lui. Mais William Woods, il n'est pas en mesure d'y répondre parce que quand il demande c'est quoi le nom de ton premier chien, c'est pas la bonne réponse pour lui. Non, c'est ça. J'ai jamais eu de chien. C'est ça. Fait qu'il n'est pas capable de répondre à ces questions-là. Fait que l'employé en question pense qu'il a affaire à un fraudeur. Il va donc appeler le numéro de téléphone au dossier et le faux William Woods, Matthew Karen, va répondre. Il va il va bien sûr répondre aux questions de sécurité correctement. Puis, il va dire que personne n'a le droit de toucher à ses comptes et qu'il est en train de se faire frauder. L'employé va appeler les autorités puis ils vont venir cueillir le véritable William Woods. Les policiers ont double vérifié l'identité de Matthew Karen, qui se fait passer pour Woods. Mais il y avait son acte de naissance, un numéro d'assurance sociale, son permis de conduire. Donc, ils vont arrêter le véritable William Woods pour utilisation non autorisée de renseignements personnels. Et le pire, c'est que Woods va être accusé au nom de Matthew Karen. Hein? Ben oui. Le bureau du shérif dit que l'enquête tente encore de déterminer pourquoi Woods a été identifié comme Matthew Karen, mais moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Moi, d'après moi, quand ils ont appelé Matthew, lui, il a fait « Ah, j'ai travaillé avec lui il y a des années. » Ouais, c'est ça. Il s'appelle comme ça. Il m'avait volé mon portefeuille. Et voilà. C'est sûr, parce que les policiers étaient « On comprend pas pourquoi il a été identifié comme Matthew Karen. » Mais c'est sûr que c'est Matthew Karen qui a dit « Lui, c'est mon ancien collègue, puis il s'appelle Matthew Karen. » Et la proactivité, hein, c'est... c'est quelque chose. Les années d'errance du véritable William Woods en font un être vulnérable et quelquefois incohérent, OK? Le vrai William Woods, la vie ne l'a pas épargné. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas Matthew Karen. Personne ne le croyait. C'était un véritable cauchemar, OK? Il arrêtait pas de dire « appelez le FBI », mais le FBI disait « on est l'autorité ». Ouais, c'est ça. Il passait pour un véritable fou. Finalement, en février 2020, il va être envoyé en traitement psychiatrique pour suivre des traitements. Okay? Ah, pauvre gars. Je ris, mais c'est pas drôle. Ah, c'est effrayant. Il va passer 500 jours en prison. Il va faire des mois en hôpital psychiatrique. Tout le monde pense qu'il est fou. Et finalement... Là, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de famille... Il n'y a pas de moyen de prouver qu'il est Woods. Finalement, il va plaider coupable juste pour arrêter ça. Parce que plus qu'il répète que c'est lui, plus il s'enfonce. Fait qu'il va plaider coupable. Et puis là, on va lui ordonner en cours d'arrêter d'utiliser le nom Woods. Mais qui est son propre nom. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre.
C'est effrayant. Pendant ce temps, notre enfoiré de première, Matthew Caron, demande souvent des nouvelles de l'affaire aux autorités, puis comment il va, le malade qui se fait passer pour moi. Puis quand ils disent « Ah, écoute, il va pas bien, il est en hôpital psychiatrique, on espère qu'il va retrouver ses compétences bientôt. » Il dit « Ah non, ça me surprendrait, il est vraiment fou. » Ah ben voyons donc. Oui, il le cale, là, tu sais. Après son incarcération, William Woods, le véritable, est décidé à retrouver son identité. Donc, il se met à multiplier des plaintes d'usurpation d'identité. C'est finalement un détective qui va faire un test d'ADN au père de William Woods. Fait que oui, il restait de la famille, mais il est très vieux, là, le papa de William Woods. Ouais, mais même à ça, il peut comme... À moins qu'il soit vraiment choqué contre son fils... Ou peut-être, témoigner, dire, écoute, c'est vraiment lui. Ben, peut-être qu'il n'était pas en mesure de livrer un témoignage cohérent. Là. Le monsieur, il a vraiment l'air vieux. Fait que je sais pas son papa à quel âge. Là. À 88, il travaillait dans un stand and dog. Là. Fait ouais, que, c'est ça. 70, peut-être 80. Donc, son papa, à lui, doit être vraiment plus vieux. Donc, ils vont faire un test d'ADN au père de William Woods, qui est le nom du père sur l'acte de naissance. Puis le test d'ADN va avoir un match avec William, le véritable William. Fait que tant qu'à Matthew, on va le confronter avec le test d'ADN. Puis là, il va comme avouer. Il va dire « Ah, ma vie est finie. » Mais là, ils vont se contre-attaquer. Il me semble, tu le poursuis en justice après pour avoir de l'argent, quelque chose. Là. Ben, là... Pour commencer, on va se demander pourquoi il a tant voulu changer d'identité, mais ça fait tellement longtemps, puis je pense que c'était des petits larcins de vol de voiture, puis des choses comme ça, c'était rien de très grave. Le 1er avril dernier, parce que c'est vraiment tout récent ce cas-là, Matthew Caron appelait des coupables à de fausses déclarations et de vol d'identité aggravés. Lui, il a 58 ans, il risque jusqu'à 32 ans de prison. Puis William Woods, les journalistes qui l'ont interrogé, affirment que son discours est très décousu, mais il affirme néanmoins qu'il doit maintenant se reconstruire. Parce qu'il a retrouvé son identité. Puis il a comme dit en entrevue, ben je suppose qu'il faut que je me reconstruise. Au moins il est déterminé. Écoute. Il est déterminé, mais il a galéré pendant 20 ans. Là. Ouais. Tu sais, puis il s'est fait traiter de fou. Là. T'imagines, tu te fais dire, non, c'est pas toi. C'est pas toi. Ça n'a pas de bon sens. C'est effrayant. C'est effrayant. Je voudrais pas me ramasser. C'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. C'est ça que je me disais. Le gars, il a rien. Tu peux-tu lui laisser son nom? Ben, c'est ça, mais tu sais, quand tu te fais voler, tu te fais voler ton identité, il peut y avoir plein de choses monétaires. C'est du stress, c'est tout ça. Mais là, en plus, t'es comme même plus personne. Tout le monde est comme arrête, de dire que t'es cette personne-là. D'habitude, quand tu fais voler ton identité, c'est juste que le monde sont comme, ben là, il y a 3 hypothèques à ton nom, puis ça, là, tu fais faillite, puis écoute, ta vie est à refaire, là, mais au moins, le monde, ils ne te mettent pas en prison en disant arrête de compter des mensonges à tout le monde, c'est pas ça ton vrai nom. Là, ils vont te torturer pour essayer de le faire sortir, là, tu vas dire n'importe quoi. Oui, mais en même temps, je regardais cette histoire-là, puis c'est une fameuse histoire de qui vont croire. Ouais. Tu sais, le sans-abri qui reste dans... Et à un moment donné, il restait dans un espèce de camionnette. Tu sais, je pense que quand les journalistes l'ont interrogé, il restait dans la camionnette de son ami. Tu sais, le gars, il a rien, là. Puis là, tu te dis, puis son discours est complètement décousu. Fait que tu te dis, qui va croire, tu sais, le gars sans-abri, possiblement polytoxicomane, qui erre depuis des années, ou l'homme respectable qui a été architecte de système de... T'sais. En même temps, il ne demande rien, tu sais. Non, comme j'ai rien, je demande rien, on fait juste comme dire que j'ai encore plus de dettes puis des comptes ouverts à mon nom, tu sais. Ouais, l'autre, il avait quand même de l'argent, là. Ouais. Fait que je pense que c'était plus ça. Il pensait qu'il voulait comme les comptes avec de l'argent, mais il y avait beaucoup de dettes. Il y avait comme 200 000 pièces de dettes, là. Il était sur le bord de faire faillite. Oh my God, quelle histoire. Ah ben merci pour ce champion. Ben ça me fait plaisir. C'est à ton tour. J'ai vraiment hâte de voir ton cas. Yes, sir. Parle-moi-en. J'ai fait un peu de recherche avant là, parce que je trouvais ça tellement big, je me suis dit, ça se peut pas qu'on n'en ait pas parlé tant que ça. Le cas date principalement de 2020 à peu près, OK? Mais là, nos amis français qui nous écoutent, c'est sûr qu'ils connaissent ça. Ah ouais? Là, je leur apprendrai rien, là. Je pense que ça a été assez gros en France. Ici, en tout cas... Ben, moi, tu me l'as demandé, tu m'as nommé le nom, puis tu m'as juste dit,
T'as-tu déjà entendu parler de lui? Ouais. C'est un auteur, puis moi, je suis assez calée en auteur, puis j'ai fait non, j'ai Parce que jamais je sais entendu. que toi aussi, t'écoutes un peu plus de podcasts de true crime que moi, là. Mais légèrement. Je fais juste ça de ma vie. Fait que, tu sais, je me suis peut-être quelqu'un d'autre en a déjà parlé, peut-être que, tu sais, dans la communauté, ça s'est jasé. Bref, Vas-y. je te parle d'un certain dénommé Stéphane Bourgoin. OK? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lui, ben, premièrement, il est né en 53, mais je vais arrêter là pour l'instant, OK? Parce que avant de continuer sur sa vie à lui puis expliquer plus ce qu'il a fait, je veux te jaser un peu de ses parents, OK? Parce que Hein? juste ça, c'est assez spécial. OK, vas-y. OK? Son père s'appelle Jean Bourgoin, OK? Il aurait marqué l'histoire. Puis là, encore une fois, je suis pas historien, là. Fait que, tu sais, j'ai fait des recherches à travers le déménagement. J'ai pas eu le temps de triple vérifier mes sources. Je crois que c'est quand même vrai qu'est-ce que je dis, OK? Mais t'as quand même des bonnes sources. On On va toutes mettre les sources sur Internet. J'ai Ouais, confiance en toi. Donc, son père s'appelle Jean Bourgoin, OK? Mhm. Il serait né en 1897 à Tahiti. C'est la petite île? Oui. Ouais, c'est une île française, je pense. Encore là. Il aurait rejoint l'armée française dès l'âge de 16-17 ans. OK? OK. Il aurait menti sur son âge pour pouvoir rejoindre l'armée Pour la Première Guerre mondiale. plus jeune. Oui, en fait, ben, il a combattu dans la Première Guerre mondiale avec distinction. Après la guerre, il a étudié à l'école polytechnique et devient ingénieur. OK? Durant la Deuxième Guerre, à ce moment-là, il vivait en Indochine. OK? L'Indochine, je ne savais pas non plus, là, je fais des petites recherches. C'est une région qui avait été colonisée par les Français, qui rejoint. Tu sais, maintenant, c'est comme le Cambodge, le Vietnam, le Laos. C'est tout l'espèce de bout là, de continent. Là. Oui, mais c'est parce que la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même une 50aine d'années. Son père, ouais, 30-40. 30-40. Ouais. Mais là, il vivait en Indochine à ce moment-là. OK? Puis la région avait été reprise par les Japonais. Ah, OK. Hey, je savais même pas que ça a déjà été une région, un pays, l'Indochine. Ouais. Spécial. Et là, c'est là que, tu sais, j'espère pas trop dire de niaiserie, OK? Vu son affiliation avec le mouvement de résistance France libre, OK? Qui était mené par Charles de Gaulle. Oh! OK? Lui faisait partie de ça, donc il avait commencé à être surveillé étroitement et ce que certaines sources disaient qu'il était dû pour être exécuté. Oh, OK. Et là, il a fait une petite blague, je dis, il a dû demander à la Lune de l'aider. C'est Indochine. C'est Indochine, oui. C'est la seule référence que j'ai du mot Indochine, moi aussi. Donc, de l'aider, puis finalement, il aurait réussi à s'évader. Et Charles de Gaulle lui-même lui aurait demandé de se joindre au gouvernement en exil à Londres. OK? Gouvernement en exil aussi, je fais des petites recherches, je ne connaissais pas ça. C'est un statut ou un gros statut que plusieurs gouvernements ont pris après que les nazis aient occupé leur territoire. Donc, tu sais, les pays comme la Belgique, l'Autriche, mais aussi plusieurs colonies françaises ou britanniques comme France libre. OK. D'ailleurs, certains ont été accueillis à Montréal, entre autres le Luxembourg. OK. Donc, c'était un mouvement qui était en exil dans un autre pays parce que Hitler... Ouais, c'est un statut que les gouvernements se sont donnés. Dans le fond, ils étaient exilés, mais il n'y avait plus de pays. Mais le gouvernement s'est exilé ailleurs et continuait à régner, à gouverner là sans être dans leur pays. T'sais. C'est fou. Comme un genre d'ambassade qui continue d'essayer d'administrer son pays. C'est ça, exact. Wow. Bref, Jean Bourgoin, l'ingénieur, OK, parcourt le monde pour construire des chemins de fer, des systèmes d'irrigation, réseaux électriques, j'en passe. Il va rejoindre l'armée à nouveau et devient commandant des Légions d'honneur et participe entre autres aux efforts de l'UNESCO pour relocaliser des temples égyptiens qui allaient être détruits durant la guerre ou je sais pas trop. C'est là que mes recherches sont un peu arrêtées. Durant le restant de sa carrière, il sera décoré à maintes reprises et joue un grand rôle dans le succès des colonies françaises. Okay? Fait que j'ai vu à travers mes recherches aussi qu'il aurait même été un des premiers hommes à rentrer dans le bunker d'Hitler, mais c'est ça que je suis pas certain, là, en tout cas. OK, mais la légende dit qu'il aurait été un des premiers hommes à rentrer dans le bunker de Hitler. Exact. Pour vérifier s'il était mort. Ouais. Sa mère, elle.
Ah, sa mère à Stéphane Bourgoin. À OK. Stéphane Bourgoin, ouais. S'appelait Franziska Glockner et était tout aussi incroyable que son père. Tabarouette. OK? De la manière que tu parles, il fallait qu'elle court après son père pour y faire des bébés aussi parce qu'il arrête de voyager en tabarouette. Ouais, là, plus tard ben, dans sa vie, je pense qu'il était plus stable. sédentaire. Ouais. OK. Elle est allemande, elle est née en 1910. OK? Il va immigrer en France durant les années 30 après avoir marié un diplomate français qui sera exécuté ou assassiné par les nazis. Ah, OK. Qui n'est pas Jean Bourgoin. Non, D'accord. pas à ce moment-là. C'est D'accord. son ex-mari, c'est un diplomate français qui va se faire exécuter par les nazis. En 1940, durant que son mari, justement, est à la guerre et il va se faire attraper et blablabla, elle va se trouver un poste d'interprète allemand au port de Saint-Malo pour l'armée allemande. OK. Okay? Fait qu'elle va travailler pour les Allemands pour traduire français-allemand Mhm. pour la bureaucratie, des choses comme ça. Donc, quand elle ne travaille pas comme interprète, elle va participer à des cocktails et des fêtes organisées par, entre autres, les grands-ducs des Romanov qui étaient exilés sur cette île OK. durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait tellement d'influence sur l'île qu'on la surnommait la Mata Hari de Saint-Malo. Mata Hari, je ne sais pas si tu connais. Non. Ça me disait de quoi, là? Je suis allé lire rapidement, je fais un petit paragraphe. Là, c'était une femme née qui est aux Pays-Bas, mais qui avait vécu en France. Elle avait débuté comme danseuse exotique. OK. Puis terminé sa vie comme espionne et a été exécutée après s'être fait condamner à mort pour espionnage. OK. Fait que quand on dit que t'es la Mata Hari de quelque chose, c'est comme une dame qui a un profil artistique puis qui a une grande influence sur... Qui réussit à rentrer puis à s'approcher des hommes avec le pouvoir par des jeux de séduction, des choses comme ça. D'accord. Et va servir son pays, dans le fond, comme espion. Ah, je comprends. OK, je comprends. Puis elle, dans le fond, était allemande, donc du côté des Allemands. Ben, elle était allemande, donc elle parlait en allemand, Oui. mais elle avait déménagé jeune en France et avait marié un diplomate français. Ah, donc, oh mon Dieu, fait que ça faisait qu'elle était une traite à son Comme pays. une double espionne. Là. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, les Français et les Allemands, c'était pas du même bord, ce monde. Non, exact. D'accord. Bref, c'est un peu ce qui est arrivé à sa mère, OK? L'histoire de Mata Hari, c'est-à-dire qu'elle s'est fait arrêter pour espionnage. Oh. En gros, elle rapportait des informations aux Alliés, justement aux Français puis aux Britanniques, vu sa proximité aux forces nazies. Plusieurs témoins, dont le maire de Saint-Malo, vont témoigner en sa faveur et elle sera finalement acquittée. OK. Ouais, fait que, même si elle l'a fait pour de vrai, elle s'est pas faite pogner. D'accord. Puis elle va faire la rencontre de Jean Bourgoin, le père de Stéphane, et les deux vont se marier à Saigon en 1951 et Stéphane va naître justement 2 ans plus tard à Paris en 1953. Et la famille vivra dans le 17e arrondissement, non loin de l'Arc de Triomphe. D'accord. Est-ce que Stéphane, c'est un enfant unique? Oui. Ça a l'air d'être Ouais. un enfant unique? D'accord. Fait Non. qu'ils ont eu juste un bébé. Eux ont eu juste un bébé. D'accord. Il y a eu d'autres petites affaires dans l'histoire. Stéphane, en plus de parler français, va apprendre l'anglais et l'allemand. Ah, oui. Donc, c'est pratique. Mais c'est toujours le fun de dire « Ich liebe dich Achtung! ». Achtung, c'est quoi Achtung? Achtung, attention. Ah oui, Achtung! Moi, je connais juste Schnell, vite. Ich liebe dich, c'est tout. Stéphane n'est pas particulièrement bon à l'école non plus. Il va quitter sans même obtenir son diplôme. Il est obsédé par le cinéma. Il va passer ses journées à écouter des films. Il va même parfois se sauver durant la nuit pour aller assister aux représentations là, de minuit au cinéma local. Même s'il n'était pas bon à l'école, il détient une mémoire phénoménale. OK. Il va connaître tous les réalisateurs et le nom de tous les films par cœur. Il va participer par la suite à l'écriture de quelques films pour adultes dans son jeune... la fin de l'adolescence, là, début de sa vie adulte. Jeune adulte. Mais Ouais. les jeunes adultes, hommes, ont tous une passion pour les films d'adultes. Oui. Donc, tu sais, c'est normal. Ça, il aurait pu. Ben, il va écrire pour ça. Fait que je sais pas combien il écrivait de lignes pour le film, mais... Oui, des scénarios aussi recherchés et poussés. Ouais. Il va d'ailleurs être crédité pour des succès tels Extreme Close-Up, La Belle et la Bête, et La Bête et la Belle, et Johnny Does Paris. Johnny Donc, Does Paris. ouais. Arc! Fait que vous irez chercher
Mon Dieu, c'est bien pas bon. Fait qu'il y a tous des films pornographiques. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas compris. D'accord. À la mort de son père, OK, il aurait entretenu une correspondance avec l'ancienne femme de son père. Ah, OK. Il aurait réussi à se faire payer par elle un voyage aux États-Unis. OK, son père avait déjà été marié une fois avant sa mère. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air. OK. Aux États-Unis, il va rester là quelques années, OK, durant début des années 70. Il va réussir à gagner sa vie en travaillant sur des films d'horreur de série B à Los Angeles. OK, c'est vraiment sa passion, là. Oui. Puis il n'a pas son diplôme. Non. Mais ça, il réussit à se faire engager. Autodidacte. Là. OK. Il apprend par lui-même. C'est là qu'il va le faire la rencontre de sa copine Eileen. Malheureusement, en 1976, OK, alors qu'il rentrait d'un tournage à l'extérieur de la ville, il va retrouver sa tendre moitié morte, son corps mutilé et violé, coupé en morceaux dans son appartement. Ben voyons. Ouais. Elle a été tuée par un tueur en série. Ah! Ouais. On va y revenir. Okay. D'accord. À la suite de cet événement, OK, de retour en France à la fin des années 70, il va se trouver un petit boulot dans une librairie qui se spécialise dans les livres usagés de crime et d'horreur nommé Au Troisième œil dans le 9e arrondissement à Paris. Mais je veux cette job. Je veux ce Je sais pas travail. si c'est très bien payé. C'est pas grave. Je veux pas mon diplôme, je veux juste ce travail. Ouais, c'est ça. Plus tard, il paraît que c'était malade, là, le magasin, là, c'était plein de livres, là, des premières éditions. Comme les romans. Là. À chaque fois que tu es dans un roman, tu as un libraire, là, il y a des éditions poussiéreuses, puis des livres de collection. Puis là, il te voit là, en 2 secondes, puis il est comme « Ah, viens! » Puis là, il enlève ses lunettes avec sa petite chaîne, il est comme « J'ai un livre pour toi. » Puis là, il souffle dessus, puis tiens, lis ça. Puis je te le donne. Ouais, c'est ça, je te le donne. C'est ça, dans une bâtisse là, de 4 étages, là, que tu sais ça. pas comment il fait pour payer, il donne des livres à tout le monde. En plein centre-ville. Puis t'écoutes ça, puis t'es comme « Je veux une librairie. » Ben non, Marie-Ève, tu veux pas une librairie. Tu veux manger du foie gras à la fin de semaine. Où est-ce que j'étais? Donc, plus tard, il va travailler là, OK? Mais plus tard, il va finir par racheter la boutique et devenir le propriétaire. Ah oui, ben ça, c'est vraiment comme dans les livres. Mais, oui. Entre-temps, il va apprendre que le meurtrier de sa copine, 2 ans après l'assassinat de sa copine, OK? Il va apprendre finalement que le tueur a été capturé par la police. Le tueur a finalement avoué plus d'une 12aine de meurtres et attend maintenant son exécution dans le couloir de la mort. Oh. Okay. On est aux États-Unis encore, hein? Lui, il est revenu en France, là, mais le meurtrier était aux États-Unis. Ah, OK, je comprends. OK, oui, parce que la peine de mort est aux États-Unis. Ouais. OK. Il va donc commencer à se plonger dans le monde des tueurs en série. Okay? Pour lui, ça devient une sorte de catharsis, un exorcisme personnel, qu'il disait. Okay? De se plonger là-dedans, il cherche à comprendre qui les tueurs en série sont, pourquoi ils commettent ces atrocités-là. T'sais, lui, il a besoin de se plonger là-dedans pour se sortir de le drame qu'il a vécu. Oui, c'est ça, pour se guérir. Ouais. Et sa carrière va vraiment prendre son envol en 1991. OK. C'est l'année où le roman Le silence des agneaux avait été traduit en français pour la France. Mm-hmm. Je pense qu'il est sorti comme 2-3 ans avant, en anglais seulement. Donc, 91, il va sortir en France et ça soulève la fascination sur les tueurs en série avant de vraiment exploser avec le film qui est sorti cette année-là aussi, en 91. D'accord. Avec Jodie Foster. Chris Isaac. Chris Isaac? Ouais, Chris Isaac. Ah, Chris, il jouait là-dedans. Chris Isaac. Jodie Foster et... Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Merci, Nicolas. Stéphane était déjà un expert en la matière, hein, vu ses années à la librairie, à lire sur les tueurs en série. Exactement. À se former, dans le fond, sur qui ils sont. Oui. Autant de vérité que fiction. Lors d'un souper bien arrosé avec des amis, il va étaler ses connaissances des tueurs en série américains à ses convives. Une amie présente à ce souper va par la suite s'associer avec Stéphane pour tourner un documentaire pour la chaîne France 3 qui s'appelle Serial Killers, enquête sur une déviance. OK. Ça va bien, son affaire? Ouais, ça va bien. Écoute, c'est ça qu'il veut, lui. Il veut vivre de cinéma, de télé, de tout ça, puis les tueurs en série le passionnent. Mais j'aimerais ça être
prolifique comme ça, mais malheureusement, mon mari n'est pas mort de tueur en série. Non, c'est ça. Oui, fait que tu sais, j'ai pas de traumatisme. Fait que... Je te dirais ça pourrait s'arranger, mais non, je tiens pas particulièrement. Non, j'ai une maison à payer avec toi. Ouais, Tu c'est meurs ça. pas. C'est impossible, tu meurs. Vas-y. Donc, on est à l'automne 91. OK? L'équipe de tournage se rend à Quantico, au quartier général du FBI, hein, à Washington, Ouais. où il rencontre le célèbre John Douglas. C'est qui, C'est qui, ça? John Douglas? Non, ça, je sais pas c'est qui. John Douglas, en fait, c'est le pionnier du profilage criminel. C'est un peu lui qui a inventé la fonction. Il a écrit le livre Mindhunter, Oui, de la série Netflix a découlé. oui. Et La série... C'est-tu la série Lies? série Mindhunter. Ah, Mindhunter. Ouais. OK. Mais le profilage, c'est fascinant. Ouais. C'est pas mal, lui, la sommité dans ce domaine. Ouais. Ah, moi, ça me fait... Je sais que c'est pas une science exacte, là. Ça se défend, là. Ouais, c'est très débattu sur Internet, là, Oui. comme quoi tu peux pas juste parler à quelqu'un et faire comme ah oui, c'est lui. Ou, des Non. fois, ils regardent des scènes de crime, font comme oh, c'est un homme blanc torturé qui aime le sport. C'est comme, OK. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même des choses qui reviennent. Ça veut pas dire que c'est ça. Tu sais, je veux dire, les tueurs en série, je pense 90% sont des hommes. Là. Ouais, Fait des que, hommes blancs. Des hommes blancs. Fait que... À un moment donné, ouais. t'sais. T'as quand même beaucoup de chance si tu Ouais, nommes c'est ça. un homme J'ai blanc. 80% de réussite. Ouais, c'est ça. Ça se peut. Moi aussi. Organiquement, t'as 80% de réussite. Et voilà. Tu dis toujours la même. Non, mais il y a des fois qui... j'ai déjà vu ça, là, que les profilaires, ils disaient, c'est quelqu'un, mettons... Des fois, ils peuvent dire c'est quelqu'un qui est super bien intégré dans la société, puis des fois, c'est comme, ah non, ça va être un fucké ou un ermite. Ouais. Puis tu sais, souvent, ils l'ont, tu sais. Fait que c'est... Non, Ben, c'est d'ailleurs, c'est ça, il a été consultant pour le silence des agneaux. facile. Donc, comment il John s'appelle? Douglas. John Douglas, Ouais. OK. Il a été consultant pour ça, donc c'est lui qui donnait un peu comment ça se passe quand tu interviews ça, puis les questions, puis le mindset, puis tout ça. Puis comment qu'il y aurait, mettons le personnage, OK, mais là, si tu agis comme ça avec le personnage, si c'est un vrai fucké tueur en série, il devrait agir comme ça. Ouais, exact, c'est Ben, ça. c'est ça, il faut que son personnage soit crédible. Ah, c'est tellement C'est un peu fun. lui qui a comme aidé à faire le personnage de Clarence. Là. Mais comment tu fais pour vivre, en tout cas? Tu peux pas avoir des enfants, je trouve, puis comme savoir que ça existe, puis côtoyer du monde. Tu sais, moi, je ne voudrais pas Ouais. mettre d'enfants au monde si toute ma journée, je fais juste parler et étudier des personnes psychopathes qui violent des bébés. tu sais. Ouais, je voudrais surtout pas avoir un genre de target dans mon dos. Là, je sais Oh, pas mon si Dieu. il y en a d'autres qui pourraient faire comme s'attaquer à lui, justement, vu sa position. Oui, je sais pas. Ouais. Quand t'aides les policiers à t'attraper, à attraper un tueur en série, ça se peut qu'il soit fâché après toi. Oui, mais je pense qu'une fois, à moins qu'il s'échappe, là, c'est pas le genre de personne qui sorte 3 ans après à cause de bonne conduite. Là. Effectivement, c'est vrai. Une fois qu'ils sont en prison, ils restent là. Ça, oui, c'est encore drôle, mais oui. Ouais. Dépend combien t'en as tué. Moins que 10, tu peux... Effectivement. Donc, cette entrevue était la première de la tournée. Attends, à quelle entrevue, là? L'entrevue avec John Douglas. Ah oui, il a À Quantico. interrogé John Douglas. Ouais. Donc, c'était la première de la tournée. OK? D'accord. Avec l'équipe de tournage, ils se rendent ensuite à la prison d'État de la Floride pour interviewer Gerard Schaefer et Otis Toole. Ah oui, lui, OK, là, tu parles de Stéphane Bourgoin puis sa copine. Ben, Ouais. son Ben, ami. c'est Carol qu'elle s'appelle. Carol, qu'elle Ouais. s'appelle. OK, fait que là, c'est qu'ils sont en tournage pour une série, puis là, ils font plein d'interviews. C'est ça. Je comprends. Ils ont interviewé le profileur en chef du Ouais. FBI. Là, ils sont partis en Floride interviewer Gerard Schaefer. Toi, tu dois les connaître, là. Non, pas tant. Non? Et Otis Toole. Ça, je pense que c'est des assez populaires. Des tueurs en série ou Ouais. des... Ah, non, je les connais pas. Non. OK. Carole et Stéphane avaient travaillé toute la nuit sur les questions à poser aux prisonniers. Mhm. OK? Carole ne voulait pas faire de sensationnalisme. Le matin, par exemple, avant de partir pour la prison, elle se sent pas très d'attaque à aller dans une petite pièce seule à seule avec des tueurs en série. Oui. Donc, l'entrevue, ça va être Stéphane qui va s'en occuper. OK. Otis Toole aurait, semble-t-il, dans sa vie, là, partagé une recette de sauce barbecue qu'il aurait utilisée pour manger des victimes, mais qui avait pour ingrédient, entre autres, du sang humain.
OK, attends. Otis Toole, c'est un tueur en série. Oui, c'est le cannibale de quelque chose, là. Je l'avais noté, je pense que je l'ai enlevé. OK, c'est un cannibale, tueur en série, débile mongol aux États-Unis. Oui. OK, parfait. Puis là, lui, il avait développé... Attends, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta phrase. Il avait développé une recette de sauce barbecue pour manger ses victimes. Ouais. Oh, rien que ça. Ça se peut que Carol ait fait « Non, je suis pas down. » Mais c'est une recette de sauce barbecue avec du sang. Oui, mais c'était pour manger quand même. Probablement. Mais c'est ça, moi, j'ai pas fait trop de recherches sur le tueur en série parce que c'est pas ça que je parle. Non, je comprends, mais c'est dégueulasse. Il y a sûrement déjà pas mal de monde qui a... Ou juste pour manger du poulet. Mais whatever, c'est dégueulasse. D'après moi, il t'en reste un peu, je sais pas. Arc! Mais bref, en entrevue, OK, Bourgoin va commencer avec un ton jovial, OK, en disant « J'ai un ami qui m'a partagé la recette de ta sauce barbecue. » Et Toole lui aurait ensuite demandé s'il avait apprécié le goût. Et Bourgoin lui aurait ensuite répondu que oui, elle était très bonne, mais que par contre, il n'avait pas pu l'essayer sur le même type de viande que lui. Ah, mon Dieu. Fait qu'ils sont comme... Ils chillent ensemble. Là. Ouais. Il est très à l'aise, en tout cas. Lui, il est content d'être là. Il est content d'être là, je comprends. On va dire ça comme ça. D'accord. Et fun fact sur Otis Toole, si on peut dire que c'est un fun fact. J'ai comme un doute. C'est peut-être connu comme cas, là, comme fait, je sais pas. Dans la panoplie de victimes, il aurait aussi tué le fils de l'animateur de l'émission populaire America's Most Wanted. Ah, ouais. John Walsh. OK. Et à parté, là, John Walsh, c'était le gars qui faisait l'émission America's Most Wanted. OK. C'est un pseudonyme que Bourgoin utilisait des fois quand il écrivait. Ah, ouais. Ouais. OK. Puis John Walsh, c'était l'animateur, mais lui, as-tu tué l'animateur ou son fils? Non, il aurait tué son fils. Ce serait une des victimes de Otis Toole. Ah, ouais. OK. Le monde est petit. Le monde est petit. Ben, surtout les tueurs en série, il y en a tellement peu. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'ils se connaissent. Ils s'envoient des cartes à Noël. Carole, qui voulait pas de sensationnalisme, n'était pas vraiment contente que Stéphane n'ait pas respecté les questions qui s'étaient entendues la veille. OK, fait que là, ils se sont pognés. En fait, Stéphane! Ouais. Stéphane aurait même demandé tous les détails les plus sanglants des meurtres de Toole et a même fait dédicacer sa copie du livre Killer Fiction de Gérard Schaeffer. OK, il est comme fan, là, lui, là. C'est un peu ça que Carole, elle se dit, là. Que plus tard, tu sais, quand elle parle en entrevue ou n'importe quoi, elle dit, tu sais, Stéphane avait plus l'air d'un fanboy. Une groupie. Un groupie. Oui. Qu'un professionnel qui était là pour interviewer et faire son travail. Comme les petites cocottes là, qui s'en vont dans les procès de tueurs en série, là, puis qui leur envoient des bobettes là, par la poste dans un exact, c'est ça. Ils font comme « Oh, t'es tellement beau, mais tu sais, t'as tué tes 8 conjointes, mais moi, tu me tueras pas. Hein, Marie-moi. » Ouais, c'est ça. Je suis sûre que t'as changé. Oh my God, elle était à bout. Carole, on la salue. Ouais, elle était pas contente. Là, pour son émission pour France 3, ça allait pas bien. D'accord. Là, la tournée n'était pas finie. Stéphane s'excuse, là, en gros, à Carole, il va promettre de faire mieux. En Californie, hein, le prochain arrêt, où ils sont supposés interviewer Ed Kemper. OK. L'ogre de je sais pas quoi. Ah, tabarouette. Ils ont vraiment un super tour. Ouais, ils sont allés faire la trifecta des tueurs en série ça des années 90. Comme documentaire ou je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. Là. Ça doit être vraiment cool. Ça doit être trouvable. Ça a l'air le fun. Mais je veux dire, c'est parce que c'est vraiment d'aller dans le plus dark du dark. Là. Mais oui. C'est sûrement du matériel source aussi que le monde utilise là, pour... ça doit. En Californie, l'entrevue s'est bien déroulée. OK, mais Carole confiera plus tard, c'est ça, qu'elle trouvait que Stéphane avait l'air beaucoup plus d'admirer les tueurs que juste être curieux comme un journaliste. En même temps, ces gens-là sont tellement narcissiques qu'il faut que tu les flattes, là, à la défense de Stéphane. Là. Ouais. Tu sais, c'est des gens, ils pensaient jamais se faire prendre. Souvent, c'est des psychopathes narcissiques. Donc, le fait de dire « Hey, tu sais, c'est hot, qu'est-ce que t'as fait, puis t'es bon. Ça devrait les aider à se décoincer. Puis il y a beaucoup de jeux de pouvoir. Oui. Puis Carole, qu'est-ce que tu veux? Elle joue le rôle d'une productrice. D'une chioleuse. Non, je pense qu'elle voulait quelque chose de journalistique puis sérieux. Tu sais. C'est ça. Mais d'ailleurs, l'entrevue avec Ed Kemper semble être une des plus mémorables pour Stéphane.
Plus tard, je sais pas si je l'ai écrit, là, mais en tout cas, il aurait fait comme 300 heures d'interview avec lui. Là. Ah, ouais. Il serait revenu à plusieurs reprises. Hey, c'est long, là. Ouais. Mon Dieu. Maintenant. En 92, il va publier son premier livre sur Jack l'Éventreur. C'est pas plus de la fiction quasiment que... Tu sais, à un moment donné, les faits sont tellement vieux et dits et redits. Et en 93, son best-seller, en fait, Serial Killer, enquête sur les tueurs en série, qui se serait vendu à plus de 1 million d'exemplaires. OK, il écrit des livres aussi? Ouais, il écrit des livres. Écoute, dans sa carrière, il a fait plus qu'une trentaine de livres, peut-être une quarantaine de livres. Wow, OK. Fait qu'il écrit des livres, il est comme journaliste, intervieweur pour des documentaires. Wow. Ben, en fait, à ce moment-là, en France, là, pour les Français, Stéphane était devenu le plus grand expert des tueurs en série. Ben oui. Et dès qu'on parle de crime, moindrement, à la télé, à la radio, c'est lui qui est invité. Oui, puis c'est ça. Puis en plus, il a eu le bon sens de s'associer à une femme, fait que personne n'en parle. Ouais, c'est ça. Éditorial ici! Ouh là là. Ouh là là! Vas-y, continue, Nicolas. Stéphane Pendant va que même... je fais brûler ma brassière. Ouais, c'est ça. Attention, ma maison neuve. Stéphane soulève même que en un mois, OK, il aurait compté 84 apparitions dans les médias. Il dit que durant ce temps, il se levait à 4h45 pour faire l'émission matinale et ne revenait à la maison qu'après minuit pour manger, se reposer un peu avant de repartir le lendemain matin. À 4h. À 4h45. On est des épais. Ouais, c'est ça. Grégory Charles. Salut, bonjour n'existe pas à phrase. Tu te lèves pas à 4h45. Non, puis c'est Grégory Charles. Dans 4h, il s'en va faire il s'en va à TV. Durant, c'est ça, sa carrière, là, dans ses bonnes années, il a également donné des conférences à l'École nationale de la magistrature à des juges et des procureurs, okay, sur la criminologie, le profilage de tueurs en série, tout ça. Au Centre national de la formation de la police judiciaire, okay, il aurait créé la première escouade de profileurs de tueurs en série en France. Aux quatre coins du globe, il aurait fait de plus de 77 entrevues, rencontré 77 tueurs en série. Wow. De l'intérieur des prisons qui enfermaient les plus célèbres tueurs, dont David Berkowitz, le Son of Sam, Donald Harvey, qui aurait à Stéphane confié 17 meurtres supplémentaires qui n'avaient jamais été mentionnés. Ben voyons donc. Il a interviewé John Wayne Gacy, BTK. BTK, moi je le connais, lui. Ouais. Hey, c'est un malade mental. Charles Manson. Ah, ouais. Tous les plus gros, là. Ben, ça a l'air, oui. Ouais. Il aurait aussi écrit, c'est ça, près d'une quarantaine de livres à travers sa carrière et participé à bon nombre de documentaires. Dans son livre « Mes conversations avec les tueurs », publié en 2012, donc ça fait pas très longtemps, ça fait pas longtemps, il souligne que confronter ces individus était peut-être taxant et dangereux mentalement, car pour qu'ils se confient, okay, tu dois t'ouvrir complètement et te rendre vulnérable à un psychopathe manipulateur et dépourvu de scrupules. Mm-hmm. Il analyse méticuleusement la quantité incroyable d'informations qu'il capture à travers ses entrevues, que ce soit des bandes audio, vidéos, des notes, des photos, peu importe. Durant des décennies, okay, les 77 tueurs en série, des centaines de milliers d'heures de bandes sonores et vidéos, classées avec soin et logiquement entreposées dans son grenier ou sa cave. Il synthétise tout en tableau qui permet après ça de reproduire dans ses livres. OK. Tout ce travail lui a d'ailleurs permis de résoudre le mystère du meurtre d'Elizabeth Short, connue sous le nom de Black Dahlia, dans un livre apparu en 2014. Lui, il a crack the code. Ah ouais. My God. Avec toute cette analyse méticuleuse. Mon Dieu, il aurait peut-être dû finir son diplôme, là, être bon de même. Ouais. Tant qu'à ça. Il aurait pu, ça n'a pas été dur. Ben, Secondaire 5, il ne demande pas tant d'efforts que ça. Toujours en 2012, okay, il va s'associer à un groupe appelé Victimes en série. Vu l'incident tragique duquel il a surmonté dans sa jeunesse avec sa copine, il gagnait beaucoup en popularité et il n'était pas rare que des familles de victimes le contactent pour discuter et partager leur expérience avec lui. Ah, ben oui. Il peut par la suite partager ses témoignages et garder leur anonymat. Ouais. C'est à travers ces associations aussi qu'il fait également la connaissance d'une certaine Daina Sai,
J'espère que je dis ça comme il faut. Dana, elle, à l'âge de 14 ans, avait été kidnappée et violée par Michel Fourniret, un tueur en série, OK, qui va finir par tuer 7 jeunes femmes. Ah, ça me dit de quoi, ça? Ouais, la pauvre souffrait de syndrome post-traumatique suite à son enlèvement, entre autres une très grande peur des araignées. Je ne sais pas s'il avait Enfermée dans une cave. ou quelque chose comme ça, ouais. Mais elle avait des traumatismes. No Ouais. shit, c'est sûr. Là. Lors d'un souper chez Stéphane, OK, donc il l'avait invité à souper, à partager avec lui. Stéphane sort une araignée en plastique qu'il dépose sur les épaules de Dana pendant le souper. Il est bien pas fin. Ouais, c'est pas très gentil. Plus tard, OK, Dana va dire aux journalistes qu'il semblait trouver du plaisir à lui jouer dans la tête. Ah! D'ailleurs, sa maison était un vrai musée des horreurs. OK? Il avait des posters de films d'horreur sur les murs, tapissés sur les murs, des souvenirs de tueurs, des souvenirs du FBI, Ah ouais. des choses comme ça. Des artefacts. Parce que des fois, les tueurs en série font de l'art, ils le vendent. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Tu peux, si tu capotes là-dessus, tu peux trouver. Un tueur en série finit tout le temps par faire de la peinture en prison, ou écrire C'est des ça, manuscrits. je l'ai pas noté, ça là, parce qu'écoute, il y a tellement d'affaires, pour ça je pourrais écrire un autre demi-heure là-dessus, là, mais oui, il y avait des peintures d'un meurtrier, je me rappelle pas qui en sa possession. Écoute, il y a même des dossiers d'enquête non résolus de la police qu'il possède chez lui. C'est ça, c'est un fan. Là. C'est un vrai fan. Mais en même temps, je veux dire, il est tellement calé que peut-être que la police fait appel à lui aussi pour résoudre des cas. T'sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est sa job, là. C'est sa job et c'est sa passion. Ouais. Pour continuer ou terminer avec le sujet de Dana, OK, Stéphane écrivait une série de romans illustrés intitulée Stéphane Bourgoin présente les serial killers. OK, dans le 2e tome qui est sorti en 2020, porte qui est sorti ou sortait, en tout cas, bref, je ne sais pas s'il a vraiment sorti, mais il lui a montré des esquisses, OK? Ça portait justement sur le tueur Michel Fourniret. OK. Et Dana, qui n'avait jamais été avertie et encore moins consultée pour ça, est traumatisée de revivre à nouveau ce drame en voyant son cas à elle, illustré avec elle et le tueur. Oui, selon peut-être son témoignage. C'est vraiment lui faire revivre des traumatismes. Là. Mon Dieu, c'est pas délicat, là, Stéphane. Non, c'est vraiment pas délicat. Il est pas très gentil. Par contre, ce qui rend Stéphane si charismatique, c'est sa façon de raconter les cas à la télé ou à la radio, d'expliquer ce qui se passe dans la tête des tueurs. Même lorsqu'il raconte des anecdotes effroyables, il reste stoïque, professionnel. Il aime ça, je pense, que le monde l'écoute. Oui. Puis il en rajoute toujours aussi, il y a toujours une anecdote et un détail de plus pour accrocher l'auditoire. Oui, puis ça va être un excellent conteur et vulgarisateur. Ouais. Il cultive aussi un look spécifique là, qui le rend intéressant avec son physique de professeur d'université. C'est un petit bonhomme. OK. Les cheveux grisonnants, les lunettes. Il va conserver quand même un brin de folie, entre autres en portant des souliers qui semblent être éclaboussés de sang dans les entrevues. Il se présente aussi aux entrevues souvent en portant des chandails à l'effigie de tueurs en série, dont je sais pas, Jeffrey Dahmer ou d'autres. Ted Bundy. Ouais, c'est ça. Et quand il dédicace aussi ses livres, il va souvent mettre des petits clins d'œil ou des clichés, là, genre je sais pas moi. Humoristique. Humoristique, là. Si j'avais été un tueur en série, je t'aurais choisi. Genre, tu sais. Il paraît aussi qu'il était bien, qu'il aimait beaucoup la jante féminine. D'accord. Certains, comme Carol, remarquent qu'il ressort plus souvent comme un fan fini, justement, de tueurs en série ou de gore qu'un professionnel judiciaire. Oui. Parce qu'il faut se le rappeler, Stéphane, c'est un expert profileur. C'est comme ça qu'il se présente. Ah oui, il se présente comme un expert profileur. Ben, expert des... Il n'est pas profileur, il n'est pas policier. Non, c'est ça. Donc, il n'est pas officiellement profileur, mais il a aidé à créer l'escouade de profileurs de la police. Il aurait aidé à résoudre des cas. Il aurait fait avouer des meurtriers. Oui, c'est ça. En prison. C'est vraiment un expert dans son domaine. Son domaine, c'est les meurtres en série. Oui. Mais en effet, dans les médias sociaux aussi, il va partager souvent des photos de son chat qu'il a affectueusement nommé Bundy. Ah oui. Créer ou partager des mimes
questionnables là, en lien avec le true crime ou avec les tueurs en série. Mhm. Et il va rappeler très souvent à ses fans qu'il possède une collection exhaustive de souvenirs en lien avec des tueurs. Tabarouette. En 2015, dans les médias sociaux, ok, il va lancer l'idée de donner à quiconque achète ses livres et vient le faire dédicacer, vient le faire signer. Il va donner un paquet cadeau contenant un petit morceau de la dépouille morte du tueur en série de la Floride, Gérard Schaeffer. Arc! OK? Schaeffer, ça a l'air que Stéphane aurait réussi à s'approprier la dépouille du cadavre. Du tueur en série. Du La tueur en dépouille du série. cadavre. Ben, la excuse. dépouille, ouais, c'est un pléonasme. Ouais, la dépouille, dans le fond, de Gérard Schaeffer, qu'il possède et qui est dans sa cave. Ouais. Il y a un corps Ouais, dans sa cave. ouais. Puis si tu viens dédicacer ton livre, Ouais. il donne un petit bout. Lui, il dit, je vais faire des petits paquets cadeaux, là. Je vais donner soit un ongle, une oreille, Ben voyons une donc. rotule, des ossements. Ben non. À quiconque vient signer. Mais c'est, Son excuse, c'est vraiment illégal. Ouais. Tu peux pas comme donner des bouts de cadavres aux Ouais. gens. Là. C'est jamais arrivé parce que la session de dédicace a été annulée. Ah, mon Ouais. Dieu, quelle Donc, surprise. son livre s'est très bien vendu, mais finalement, il n'a jamais signé. Ben ouais, écoute, c'est n'importe quoi, là. Voyons donc. Aussi, juste pour terminer avec sa personnalité ou son caractère, là, il serait ouvertement opposé à la peine de mort. Sûrement pour qu'on ne tue pas le sujet de ses nombreux livres. Ben, tous ses amis, à manière Ouais, de c'est ça. Il est comme, à qui je vais parler, moi, si les exécuter. C'est sûr qu'il veut pas qu'il meure, là. Il y a bien trop de fun, là. Ouais. Là, on est là à la fin des années 2010. OK? Oui, c'est ça. Puis dans ce temps-là, les réseaux sociaux commencent, là. Ouais, là, ça commence. Ouais, c'est ça. C'est plus ou moins habile, mettons. Oui, c'est ça, parce que tu dis des mimes et tout, mais dans le fond, ça fait juste commencer. Là. Là, on a lâché les chaînes de email. Là, si t'envoies pas ça Ouais, à c'est 10 ça. personnes, tu vas mourir foudroyé. Écoute, Puis il est peut-être... c'est peut-être lui aussi qui a commencé ça, qui sait. ben, il faut un psychopathe pour commencer ça. Fait que, il est un peu psychopathe, c'est bon. Fait que- Ouais. Là, c'est à peu près à la moitié de mon cas, OK? J'ai intitulé la suite La descente aux enfers. Ah, ouais, mon Ouais. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça commence en 2019, OK? Lorsqu'un Français dans la quarantaine va trouver certaines incongruités dans les travaux de Stéphane. Ah, ouais? Au début, il pensait que c'était juste de la maladresse. Tu sais, des fois, ça fait longtemps qu'il écrit. Hein, ça fait 30 ans qu'il écrit. En discutant en ligne dans des groupes de discussion avec d'autres fans de True Crime et d'autres fans de Stéphane, ils se sont tous rendus compte que des choses clochaient. OK. Et finalement, ils vont créer un petit groupe. Au début, il y avait 8 personnes. Là, il y en a une qui a quitté, mais donc 7 individus, OK, de la France, de la Belgique et du Canada. Ils vont créer un collectif et se nommer le Quatrième œil. C'est Oh! le Quatrième œil Corporation. Pour faire référence un peu à la boutique où ils travaillaient, là, le Troisième œil. Oh, d'accord. Moi, le troisième œil, ça fait Handmaid's Tale. Ça fait ésotérique. Là. Non, Handmaid's Tale, là, tu sais, le troisième œil. là. Ouais, The Eye. Là. The Eye, Ouais, c'est ça. Il faisait partie d'E Eye, Ah. le beau bonhomme. Hein? Fait que moi, je pensais que c'était ça. Non. OK. Donc, le groupe va tout d'abord commencer au début. Hein? Le tout premier événement de la vie de Stéphane, l'événement qui aurait tout déclenché, sa curiosité morbide pour les tueurs en série. OK, attends. Ce groupe-là Ouais. doute. Doute de la vérité, Véracité véracité, de tout. tout Ouais. concernant Stéphane. Ouais. D'accord, excuse-moi. Parce c'est que, beau. tu sais, avant qu'il se nomme officiellement et commence à faire une vraie enquête, Oui, chacun avait décelé des affaires des à incongruités. travers les différents livres. D'accord. Des fois, il se contredit. Uh-huh. Des fois, il dit, à un moment donné, c'est ça, l'autre fois, c'est ça. Mhm. Puis tout le monde en avait trouvé plusieurs. Fait Fait qu'ils qu'ils se sont mis en petit dit, groupe. ouais, ils se sont dit, on va commencer au début, on va passer le râteau, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a qui est pas vrai. D'accord. Vas-y. Fait que. Donc, ils vont se mettre à faire des recherches, trouver de l'information sur Eileen, Eileen. sa femme qui avait été assassinée Oui! en 76 Par un tueur en série. par un tueur en série Violé, Nicolas. et décapité. Décapité par un tueur en série. Il doute de cela, Oui, mais c'est grave C'est douter d'une grave. victime. c'est grave douter d'un meurtre. Ouais. Jusqu'à présent, OK, Stéphane, pour conserver l'anonymat, n'avait jamais, et pour ne pas impacter les victimes, hein,
disait-il, n'avait jamais vraiment donné de détails sur qui était Eileen, ni qui avait été le tueur en série qui avait été reconnu coupable. OK, fait que c'était flou, cette histoire-là. Oui, avait toujours resté flou là-dessus. Il disait que pour les 7 autres victimes du tueur, vu que lui était tellement célèbre, Stéphane, il voulait pas que le monde commence à déranger les victimes et la famille de Eileen. Je comprends. Stéphane avait par contre partagé que le tueur attendait toujours en 2019 son exécution. Oh, OK. Il disait même il ne sera jamais exécuté, hein, il n'y aura jamais qu'est-ce qu'il faut. En même temps, il vient de se contredire sur sa peine de mort. Mais il dit il y a des milliers de personnes qui attendent leur exécution, puis la liste d'attente est trop longue, lui, il ne sera jamais exécuté. Mm-hmm. Eh bien, le collectif s'est mis au travail et a contacté les autorités américaines. Et aucun prisonnier en attente d'exécution n'avait tué de femme dans les circonstances décrites par Stéphane. Fait que, en 76, aux États-Unis, telle ville, Los Angeles. Une femme blonde, whatever. Parce qu'il partageait aussi une photo de lui et de Eileen. Ah, OK. Fait que... Ouais. Pour continuer à creuser, ils se sont attaqués aussi, c'est ça justement, à la seule photo que Stéphane avait partagée de lui et Eileen. Et toujours rien dans les victimes de tueurs en série. À part une hypothèse que ce serait peut-être une actrice porno. Mais rien de concluant n'en est ressorti. Et la femme de la photo est toujours inconnue à ce jour. Ah oui, elle est inconnue à ce jour. Ouais. Les recherches sont peu concluantes, mais ça donne de l'espoir au collectif qui décide de s'attaquer à d'autres faits de la vie de Stéphane. Fait que, là, ça n'a pas été prouvé. Donc, ils n'ont pas réussi à trouver... Non, à ce stade-ci, ils ne peuvent pas le traiter de menteur. C'est ça. C'est pas, quand tu n'as pas en absence de preuves, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. C'est ça. Fait qu'en ce moment, ils continuent de douter. Ça leur donne du gaz. Ça leur donne un peu de gaz en se disant, écoute... c'est ça. Si c'était vrai son histoire, ça aurait été facile à prouver. Oui. Donc, pour continuer à creuser, ils vont s'attaquer... les recherches sont peu concluantes, mais ça donne l'espoir. Dans la liste exhaustive des 77 tueurs rencontrés par Stéphane, il y en a 8 ou 9 dont les cassettes ou les vidéos ont été partagées publiquement sur YouTube, dans des films, à la télé. L'entrevue avec Stéphane. Oui, que Stéphane a fait des entrevues de tueurs. Il y en a 8 ou 9 qu'on a des preuves déjà. D'accord. Que lui a partagé sur YouTube, okay. qu'il a utilisé quand il était invité à des émissions de télé. OK. Puis, est-ce que le collectif doute de ces 8 ou 9 ou des autres? Des 70 autres. Là, des 70 des 60 autres. quelques autres. Ouais. OK. Le quatrième œil, justement, décide donc d'écrire à près d'une trentaine de ceux-ci, dont on n'a jamais eu de preuves. D'accord. Tous ont répondu ne jamais avoir même entendu parler de Stéphane. Ouais, mais c'est des psychopathes. Ouais. Moi, je trouve ça quand même assez fou, là, parce que t'as comme un petit groupe sans moyens. Okay? Oh, oui, sans moyens. C'est pas de la presse, ils n'ont pas des accès journalistiques. Eux autres, dans leurs vidéos là, ou dans les entrevues, ils disent écoute, on y allait juste avec du culot. Ouais. Ils disent on appelait, on prenait le téléphone, on écrivait des emails, on écrivait des lettres. Ben, c'est comme Ted Bundy? Ouais, c'est ça. Connais-tu Stéphane, toi? Qu'étape! Ah ouais, il te faut du culot, là, comme tu dis. Là. Ouais. Non, jamais entendu parler de Stéphane. Ben, je te souhaite une belle journée, Ted! Ça n'a pas de sens. Mais justement, parmi ceux qui avaient répondu personnellement à cette demande-là, il y a Dennis Rader. Moi, je ne connais pas les tueurs en série. Là. Ça aussi, je pense que c'est quand même quelqu'un d'important. BTK. Ouais. Et plein d'autres. BTK est encore vivant? Ben, dans ce temps-là, il est encore vivant. En 2019, oui. Là. Peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. Okay. Ça a l'air qu'il aurait répondu non, puis je sais pas trop quoi, puis le papier était parfumé, puis tout ça. Puis le gars, juste pour... Il avait comme peur un peu, il a comme répondu genre merci ou quelque chose. Oh, pour vrai? Toutes les autres, il a rien fait, puis il a fait comme je vais répondre genre pour être poli. God. Ouais. Via un intermédiaire, OK, ils ont aussi reçu des réponses négatives de le Son of Sam et du responsable du site de web de Charles Manson aussi. OK. Comme quoi qu'il n'aurait jamais rencontré ces personnes-là. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire de Ted Bundy, je vous invite à écouter le podcast Distorsion l'ont couvert. Et si je me trompe pas, la manière que la police l'ont pogné,
BTK. J'ai dit tellement Ouais. des BTK. La manière que la police l'ont pogné, c'est que BTK a écrit à la police en disant « Si je vous envoie ça sur un CD-ROM, est-ce que vous pouvez me retracer? Soyez sincère. » Puis la police a fait « Non, on peut pas. » Non. Puis puis il a fait « OK. » Puis là, il a envoyé de quoi, puis ils l'ont retracé. Mais j'avais trouvé ça tellement con, là, parce qu'il le pognait vraiment pas. Puis il a vraiment écrit, genre, « Soyez sincère, là. Tu peux-tu me pogner, genre? » Puis avec les métadonnées, ils l'ont pogné avec ça. Mais je trouve ça tellement narcissique de penser. La police, ça va te dire, « Oh ouais, non, fais pas ça, on va pouvoir te retrouver. » Non, c'est ça, tu sais. Non. Tu sais, ils tuaient des femmes et des enfants. Ouais, là. c'est ça. Comme ouais, ça se peut que la police te compte une petite menterie, buddy, là. Ils n'ont pas juré sur la Bible. Non, c'est ça. D'ailleurs, lors de ses apparitions dans les médias, Stéphane décrit sa rencontre avec Charles Manson en disant que quand Charles est rentré dans la pièce, il s'est assis sur le dossier de la chaise de façon à le dominer. Il dit Stéphane, lui, il voulait pas s'en laisser passer, puis il a fait la même chose. Finalement, Charles se serait rassis normalement et il serait parti à rire, puis là, les deux ont comme continué leur entrevue normalement. OK, fait que dans ces histoires, il y a comme des anecdotes vraiment cool aussi. Ouais, il y a des anecdotes vraiment cool. Sauf que, puis moi, j'ai pas vu la série, Mindhunter sur Netflix, mais dans le vidéo sur YouTube du 4e œil, là, qui parle de ce cas-là de Charles Manson, ils mettent l'extrait de la série et c'est exactement ce qui se passe dans la série. Ah! Mais Stéphane, lui, en entrevue, il dit tout le temps que Mindhunter, il n'a pas été crédité, on l'a jamais consulté, mais il dit que c'est toute sa vie qui a été repris dans le livre et la série Netflix Mindhunter. OK. Fait par que là, John Douglas. Fait que là, le collectif dit « Ah, il a copié Mindhunter » et Stéphane dit « Mindhunter m'a copié. Ouais, c'est ça. A copié mes histoires. » C'est ça. Puis il dit il n'a jamais été crédité pour rien, mais... C'était son idée à lui. C'était son idée à lui. J'y ai pensé en premier E. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, vu que c'est Mindhunter, le 4e œil va écrire à John Douglas. Ah oui, le fameux profileur de fou de la police. Le vrai Mindhunter, celui qui a écrit le livre, oui. Celui qui a rencontré vraiment une trentaine de tueurs en série dans sa carrière, qui a écrit des livres, qui a fait la série, qui a été consultant pour Silence des agneaux et maintes autres films. Et que, c'est quoi, tantôt tu m'en as parlé parce que Stéphane l'avait interviewé? Stéphane, c'est le premier interview qu'il a fait officiellement, là, mettons dans sa carrière, c'était lui. Avec Carol de Chialers. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Carol qui est comme genre, t'es bien trop fan, là, pourquoi t'es de même? Ouais. Aussi, avant de continuer, il faut savoir que le livre Mindhunter n'était pas vraiment connu en France. Ah, OK. Avant que la série Netflix sorte, je suis pas là-bas, là, mais le monde pourra me dire, peut-être à part quelques personnes plus connaissantes, là, c'était pas nécessairement connu. C'est ça, le livre a été remis sur la map avec la série Netflix. C'est ça. Ça arrive souvent quand une série sort ou un film sort, les gens font comme « Ah, c'est un livre, oh my God, je vais lire le livre. » Tu sais, genre Hunger Games. Ouais, pas c'est tout ça. le monde qui avait lu Hunger Games. Mais tu sais, je sais pas, en France, peut-être qu'il n'y a pas tant de monde qui lise en anglais. Là. Fait que tu sais, s'il n'a pas été traduit en français, possiblement que ça n'a pas fait un tabac là-bas. Aux États-Unis, c'est un best-seller. Là. Ouais. C'était ce livre-là, mais bon, c'était pas connu en France. Donc, tu sais, les affaires qui étaient écrites dedans, personne ne le savait. OK, fait que là, ils ont appelé Douglas. Ouais, ils ont appelé ou écrit à John Douglas. Qu'est-ce qu'il a dit, Douglas? En gros, Douglas, il n'avait que de mauvais souvenirs de Stéphane. OK, fait qu'ils se sont rencontrés, là. Ouais. Okay. Oui, il a interviewé Douglas. Ah oui, mais c'était vrai. Mais tu sais, c'est parce qu'il aurait pu rapporter ça, mais il y avait comme des preuves qu'il y avait. Parce que Stéphane aurait pu rapporter ça, là. J'ai interviewé Douglas. Non, c'est une émission à France 3, okay. là. Excuse-moi, ouais. Mais tu suis pas? Je savais pas que c'était une émission. Okay. Mais bref, il va dire que Stéphane, c'est un imposteur. Oh! Il dit qu'il semble être devenu un expert, entre guillemets, là, en lisant des livres, mais principalement le mien. C'est ça qu'il dit. C'est comme un copycat. Ouais. C'est genre un copycat de Douglas. Ouais. Est-ce qu'ils vont appeler Carol? Carol, il avait déjà appelé. Là, il l'avait déjà appelé? Pas eux autres, là, mais il avait déjà passé en entrevue ou n'importe quoi.
Qui ça? Le collectif? Carol. Ben, en fait, tu sais, parce que je t'avais relaté, là, comme quoi qu'elle trouvait que Oui. Stéphane, il était plus fanboy, là. OK, fait que c'est au collectif qu'elle a dit ça? Soit à eux autres ou par après. là, Ok. parce que, tu sais, spoiler, c'est un imposteur. Oui, oui. Okay. Fait que Douglas, il dit, c'est un imposteur. Ouais. Je l'haïs. En effet, OK, le collectif va découvrir que Stéphane s'approprie très souvent le travail des autres. Ah ouais. Une anecdote qui est souvent citée et qui est vraiment drôle, je trouve, quand même, et que lui raconte maintes fois là, dans les conférences ou des entrevues, est que lors d'une visite de scène de crime en Afrique du Sud, OK, avec sa collègue ou amie Mickey Pistorius, l'hélicoptère de la police qui descendait sur le site là, pour venir porter l'équipe ou je sais pas trop quoi, du matériel, ça serait descendu trop près des corps, OK? Puis le vent des pales aurait complètement aspergé les deux criminologues de larves et de boue et de morceaux de corps en décomposition. Là, il raconte ça, tu sais. Puis il est crampé. Puis ouais, c'est ça, parce qu'il fait comme... C'est une bonne anecdote, tu sais, oui. quand tu fais ça, tu sais. Ben, c'est une bonne anecdote. Quand t'es fucké dans la tête, là. Ouais, quand tu es dans une convention de ça, oui. Puis là, tu fais, ah oui, tu sais, puis là, on est allé là, puis là, on a fait ça, puis ah oui, puis tu sais, cette fois-là, tu sais. Ouais, je comprends. C'est un bon raconteur, puis c'est une anecdote quand même comique. Mais c'est une anecdote qui est arrivée pour de vrai, OK? Mais Bourgoin n'était pas présent. Oh! Non, c'est quelque chose qui est arrivé pour de vrai à Mickey Pistorius, puis elle le raconte. Et Bourgoin n'était pas là, mais lui, se l'est approprié, s'est inséré dans l'histoire. Pour vrai? Ouais. Puis, tu sais, il est bien allé la rencontrer là-bas, il la connaît, il a même écrit un livre sur elle. Puis... mais il raconte lui-même cette anecdote comme s'il y était. Ouais, c'est ça. Mais comme Mickey disait aussi, jamais elle l'aurait invité, parce qu'elle, c'est une vraie criminologue. Uh-huh. Okay? Puis elle dit jamais je l'aurais invité sur les lieux sur un site de crime. Mais oui. T'sais, sur les lieux après, oui, mais pas sur une scène de crime. Ah oui. Et je l'aurais pas invité à participer à l'enquête. Il est pas policier. Non. Puis il est pas sud-africain non plus. Mais non, tu vois, la famille est comme, c'est qui lui? Oh, c'est un fan. Ouais, c'est ça. Il capote ses tueurs en série. Fait que je l'ai montré, livres. ça ressemblait à quoi? Une cervelle éclatée. Mais on calvaire, tu peux pas faire ça. C'est des drames humains. Et petit à côté, OK, sur Mickey Pistorius. Ouais. Les Sud-Africaines, hein, psychologue, et c'est la première femme profileuse d'Afrique du Sud. Ah okay? oui. Elle dit aussi qu'elle est une Elle a une cryptesthésie. Cryptesthésie. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a une perception extrasensorielle pour les tueurs. Ah, fait qu'elle sait. Ça l'aide dans son travail de criminologue. Elle a comme un instinct. Ouais. Moi, j'appelle ça juste l'instinct féminin. Ah, peut-être. Mais tu sais. Et c'est aussi la tante d'Oscar Pistorius. Non! Oui. L'athlète paralympique. Hey, j'osais pas le demander si c'était la tante. C'est sa tante. OK, explique c'est qui Oscar Pistorius. C'est l'athlète paralympique qui a tué sa femme en 2013. Mais on ne sait pas s'il a tué sa femme. Je sais pas si c'est... Ben, je pense qu'il a été... Aurait tué sa femme. Ouais. Allegedly. Ben, en tout cas, il essaye de dire que non, là. Je ne savais pas si finalement il avait été trouvé coupable. Mais oui, un athlète, c'est paralympique? Paralympique, ouais. Paralympique, très, très performant, là. Ouais. Il y a une jambe en forme de spring. Ben, en fait, il a été amputé à la naissance. Il est né pas de je sais pas quoi, là. De tibia, genre. Ouais. Fait qu'il a été amputé. Fait qu'il y a comme des espèces de prothèses à la place des deux jambes. Les deux, ouais. Ouais, puis supposément que sa femme a pas fait qu'est-ce qu'il a dit, puis qu'il a défoncé la porte des toilettes dès qu'il l'a tué. C'est sa tante. Ouais, c'est sa tante. Ben, quand tu m'as dit Afrique du Sud, puis Pistorius, j'ai comme ça, écoute, je sais pas si ce nom-là, c'est comme Tremblay au Québec, là. Je sais pas. Mais j'étais comme, oh my god, si tu connecté. Ouais. Ah ouais. Le monde est petit. Hein. Il y a plein d'affaires qui s'imbriquent dans cette histoire-là. C'est spécial. Mais bref, elle, c'est une vraie criminologue. Elle, c'est une vraie criminologue, ouais. Oui. Puis elle a-tu enquêté? Même si elle a un sixième sens, là, mais... Ben, elle savait pas que ça. En fait, je voulais contre-valider ça parce que j'avais entendu dans un autre podcast en cherchant. Puis, mais oui, effectivement. Puis, elle n'a pas travaillé sur le cas de son neveu, justement, parce que c'est sa famille. On appelle ça un conflit d'intérêts, genre? Genre. Donc, son livre aussi sur Dahmer, c'était du plagiat.
Ah! Sur d'autres qui? livres. Ah, ben là, De tout le monde. Ouais, c'est ça. Il a Ok. pris des affaires de partout. Puis, ben, des fois aussi, c'est parce qu'il prenait des livres en anglais puis il les traduisait en français. Ah, mon Dieu, c'est dommage effrayant. Ouais. Son Là- livre sur Camper, malgré qu'il dit avoir interviewé pendant plus de 300 heures, c'était du plagiat aussi. Non. Mhm. Ouais. T'avais- Non, c'est beau, je suis flabbergastée. plus le petit groupe creuse, hein, plus il trouve des mensonges. Parce que c'est tous eux autres comme qui ont découvert ça. Là. Ouais. Ah, Parce qu'il n'y a personne qui leur mettait en question. Mais Puis en non. même temps, tu veux pas remettre en question. Il est rendu trop tard. Là, ça fait 30 ans là, qu'il passe à la télé. Oui. Fait que t'as l'air un peu niaiseux si tu fais comme moi, excusez. Ben, c'est parce que tous les médias ont l'air niaiseux, fait que c'est pas eux autres qui vont creuser, hein. Non, c'est ça. Ça fait 15 fois que tu la reçois pour parler à Denis Lévesque, tu feras pas comme « Hey, finalement, ce gars-là, c'est-tu vrai ce qu'il dit? » Ouais. Puis, tu sais, juste son histoire aussi, c'est tellement gros là, de sa copine qui s'est fait assassiner. Hey, oui. Tu veux pas être le cheap qui fait comme ah ouais, tu sais, prouve-moi là. Non, puis là, c'est avant Internet aussi. Hein. Il y a une partie de ça qui est avant Internet, pas toute. Ouais, la moitié de sa carrière. La moitié de sa carrière est avant Internet. Fait que, tu sais, faire des recherches dans ce temps-là, il faut que tu sois plus plugué que Google. Là. Fait que, il y a des choses, je pense que c'était plus difficile dans ce temps-là. Ouais. Donc, plus ils creusent, plus ils vont trouver des mensonges. OK? Mais généralement, les anecdotes contiennent une partie de vérité. Fait que, comme je disais, puis c'est typique, là, je pense, aux menteurs. Là. Donc, il y a toute une partie de vérité, mais souvent, c'est soit exagéré, Oui. ou soit il va s'intégrer lui-même dans une histoire qui lui appartient pas. Oui, c'est ça. Fait que tu peux trouver l'histoire, mais c'est pas comme il l'a dit. Ouais, c'est ça. C'est Ou ça. c'est exactement comme il a dit, mais il était pas là. Ben, c'est comme tu me parlais d'Apollo la semaine passée. Ouais. C'est jamais, tu sais, c'était pas tout à fait faux, mais là, finalement, il avait pas travaillé avec Bocuse, il avait travaillé peut-être dans un restaurant qu'il avait déjà mangé. Tu comprends? C'est comme de l'embellissement, là. Ouais, c'est ça. Des histoires qui sont fignolées, embellies et grossies. Et fait que c'est ça. Fait que, Mais tu sais, des fois, tu te demandes pourquoi, genre, t'en rajoutes, tu sais, puis je pense pas que je me suis noté à la fin, mais tu sais, on disait ça aussi, tu sais, c'est pourquoi tu dis que tu as interviewé 77 tueurs en série, 12, ça aurait été vraiment nice pareil. C'est vrai, hein? Tu sais. Mais peut-être pas. Tu sais, peut-être c'est ça. Peut-être que c'est ça. Beaucoup de monde en avait fait 12. Ouais. Peut-être. Peut-être. Comme lorsqu'il disait, justement, tu sais, avoir donné des conférences sur le profilage. Oui. C'est vrai. Tu sais. Mais il ajoutait qu'il avait lui-même créé la première unité de profilage en France, ce qui est faux. Ouais. C'est pas vrai qu'un corps de police va demander à un civil comme ça, qui n'a aucun diplôme, by the way, de créer une unité anti-tueur en série. Oui, alors que les universités sont pleines de criminologues, d'anthropologistes, de monde qui ont vraiment étudié là-dedans. C'est ça. Il prétendait aussi avoir suivi une formation au FBI, OK, de 2 fois 6 mois sur le profilage. Avec photos à l'appui. Il y avait des photos de lui avec le badge d'identité du FBI puis le polo du FBI. Puis il disait qu'il avait été invité par l'enquêteur qui avait enquêté sur le tueur de sa copine parce que lui, il l'avait aidé, puis vu qu'il était beaucoup impliqué, puis qu'il avait lu beaucoup dans les 2 années avant qu'il pogne, il avait aidé à l'interviewer puis à avouer. Fait que là, il était tellement impressionné de son travail qu'il a dit « Ah, tu sais, viens faire une formation au FBI 2 fois 6 mois pour te former vraiment comme profileur. » Oh my God! Puis là, quand le 4e œil a contacté le FBI pour confirmer, est-ce que vraiment Stéphane Bourgoin a suivi une formation chez vous, l'agent, lui, a confirmé qu'aucun Français, mais surtout aucun civil, n'avait jamais suivi de formation au FBI et qu'aucune personne sous le nom de Stéphane Bourgoin ne figurait dans les registres. Puis ils leur ont même fourni les photos, puis il a regardé les photos en 2 secondes, il a fait comme, la badge d'identité, c'est une badge qu'on donne aux visiteurs. C'est pas la badge, c'est pas ta carte d'identité du FBI là, que le monde a dans leur portefeuille. Là. Ouais. Et le polo, c'est le polo qu'on vend au gift shop dans l'entrée. C'est pas le polo officiel de l'agent du FBI. Il n'y a pas les mêmes couleurs à la même place ou à la place. Et puis je banalise pas le travail de ce collectif-là, mais c'était pas sorcier de découvrir ça. Là. Ça aurait pris un recherchiste professionnel de canal de télé. Là. Ouais. Un avant-midi, ça aurait été réglé. Oui, c'est ça. Certains mensonges aussi n'étaient même pas utiles à sa carrière.
Tu vois, il prétendait, entre autres, avoir joué pour un club de soccer, OK, de football, professionnel ou semi-pro, là, je suis pas super connaissant Mon là-dedans. Dieu Seigneur! Durant 7 ans. 7 ans? Ouais, mais les dates concordent même pas, là, parce que, tu sais, sa copine s'est fait assassiner en 76, il avait passé du temps aux États-Unis. Tu sais, s'il était devenu pro, il aurait fait ça genre à l'âge de 14 ans. Là. Non, c'est ça. Fait que ça Puis a en même quelle pas année il a rapport. monté l'Everest? Ah, non, c'est ça. T'as amené. Puis, anyway, tu peux aller voir sur le site de l'équipe et tous les joueurs sont répertoriés depuis genre les années 50. Ben là, c'est ça. Là, tu peux pas jouer pro ou semi-pro puis Ouais. que ton nom soit pas écrit nulle part rendu en 2019 parce que ça a été découvert Du 9, ouais. en 2019, 2019, son 2020, ouais. imposture. Fait qu'à un moment donné, là, mon Dieu, Google it, là. Ouais. Il y avait également l'histoire du corps là, de Schaefer dans sa cave. Oh mon Dieu, ça c'est effrayant, j'en reviens pas encore. Ouais, qu'il voulait donner en cadeau. Ben non, c'est n'importe quoi. En fait, ils ont contacté la famille et ils ont démenti le tout. Ça Ils ont n'a dit- pas de sens. Puis ils ont même renvoyé au 4e œil une photo de l'urne. Ils disent non, les cendres sont dans mon salon. Là. Oh mon Dieu. Puis là, il était comme, ben là, donnez-moi son nom puis tout, là. Maintenant, on va arrêter de niaiser. Là. Je sais pas s'ils voulaient le poursuivre, je pense pas que ça a été fait. Là. Mais le pire, c'est la femme sur la photo qui est supposée être Eileen. Ouais. Puis qu'elle, on sait toujours pas c'est qui. Ben, il y a des... tu sais, le monde sur Internet sont mis à creuser, là. Il y a des hypothèses, là, puis tout ça. Ouais, mais que cette femme-là, parce que tu dis qu'elle était très connue, tu sais, que cette femme-là, elle ait jamais levé la main pour dire « Hey, by the way, c'est moi sa photo, puis je suis pas morte, là. » Ouais, ben, je pense que c'est une Américaine. C'est ça, Fait fait qu'elle qu'elle aurait n'a jamais jamais vu. entendu parler, c'est Non, ça. c'est Ça ça. aurait pu être moi sa photo, là. Tu comprends? J'aurais Ouais, jamais c'est ça. su. Tout à fait. À la fin de 2019, justement, ben, c'est pour ça, tu sais, j'aurais pu continuer comme ça là, pendant une journée. Là. Ouais. Parce qu'il y a plein d'autres affaires. Puis j'ai choisi ces mensonges sur ces anecdotes-là, mais il y en a plein d'autres. Là. Puis c'est tout fascinant, là, les histoires qu'ils racontaient. Puis l'ampleur des mensonges, là, c'est fascinant. Mais là, tu racontes-tu comment est-ce qu'il a été confronté? Ben là, j'y arrive. OK. À la fin de 2019, justement, le 4e œil va commencer à partager leurs trouvailles avec les différents médias français. Bon. OK, afin qu'ils cessent de faire venir Stéphane sur les plateaux en tant qu'expert. Ben oui. Maintenant, c'est comme, faites vos recherches. Aucun média va prendre vraiment action avant 2020, OK? Mais en fait, il n'y a aucun média qui va prendre action, mais en 2020, ils vont finir par monter une série de vidéos sur YouTube que tu peux aller voir. Là. OK. Moi, je les ai toutes écoutées. C'est super. Ah, le collectif Ouais. là, qui vont monter. Les vidéos sont mauvais, là, OK. mais c'est super intéressant. tu sais. OK. Mais même eux autres, ils disent qu'on s'excuse, là, c'était chier, mais... OK, il t'en fallait qu'on le mettras fasse. sur le groupe, je vois. Donc, avec ça, ils exposent les mensonges de Stéphane. OK? Mais les médias majeurs, là, ils veulent rien savoir. Mais finalement, il y a un journal en ligne, ou un journal écrit, là, whatever, Oui. en ligne, nommé Arrêt sur image, OK, qui va tomber sur les vidéos. Il va décider de faire connaître l'histoire au grand public. OK. Donc, le journaliste Tony Le Pennec va réussir à avoir un entretien avec Stéphane afin de le confronter en utilisant le matériel du 4e œil. Oui. Mais tu sais, suite à l'interview, OK, Stéphane va se braquer. Il dit même en plein milieu de l'interview, tu sais, il le confrontait, puis il posait des questions, puis tout ça, puis à un moment donné, il met fin à ça, puis il se retire vraiment. Tu sais, Stéphane va comme juste se retirer de la vie publique. Ah, OK, mais il quitte en plein milieu de l'entrevue? Ouais, genre, là, tu OK, sais, c'est comme c'est si... ça, il arrête l'entrevue. Il puis- arrête ou il fait juste répondre oui, non, là, puis tu sais, les bras croisés, là, puis ça, il tente plus, là. OK, parfait, OK. Puis C'est là, comme- il va quitter la vie publique. Ouais, Ouais, pendant un ben certain là, temps. Ben, c'est sûr. OK, jusqu'à temps qu'il y ait un article qui va sortir dans le Paris Match. Ah, OK. OK, article qui semble très sympathique, en fait, et souligne les connaissances et la carrière phénoménale de Stéphane. Et comme si les mensonges qu'il avait propagés durant toute sa carrière n'étaient pas bien graves, puisqu'il avait quand même fait tant pour le milieu, puis il avait réalisé tant de choses que c'est pas grave s'il avait menti. Dans l'article, par contre, Stéphane va partager d'autres informations avec ses excuses. Okay? Fait qu'il s'excuse, j'avais menti, je voulais pas vraiment. OK, fait qu'il avoue. Ouais, il avoue à moitié, OK? OK. Il avoue très rapidement, il s'excuse très rapidement, puis là, il passe sur d'autres affaires. OK? Comme, là, il dit, comme le fait que Eileen était en fait une femme du nom de Suzanne Beckrest, OK? Il avait caché le nom de Suzanne parce qu'il voulait pas
dire qu'il s'était payé une prostituée. Okay? Fait que là, c'est plus sa copine, ça aurait été une barmaid qui avait accepté de l'argent à quelques reprises quand il était aux États-Unis, puis qu'elle avait vraiment été assassinée, mais que c'était pas sa copine. C'est ça, c'est parce que là, ouais, mais là, c'est tellement... Mais malgré ça, OK, quand ça sort dans le Paris-Match, on va recreuser ces informations-là, on va se rendre compte aussi que c'est un mensonge, avec les photos de Suzanne, dans le fond, qui ont réussi à trouver, parce que Suzanne Bicret, je pense que c'est une vraie victime d'un tueur. Oui. On va se rendre compte que c'est pas pantoute la même date, premièrement, de son assassinat, puis tout le kit, et que la femme sur sa photo concorde pas. Ça ressemble un peu, là, c'est une femme là, en noir et blanc, mais non, c'est ça. C'est pas vraiment elle. Là. Il a essayé de fabriquer une histoire. C'est ça. Fait que, il s'embourbe encore plus dans les mensonges en excusant ses mensonges. Ouais. C'est comme l'impressionnant... Justement, on en parlait tantôt, là, l'impressionnant nombre de tueurs interviewés, 77. Parfois, quand il s'excuse, il va dire « Ah non, c'était 30 ». Des fois, il va dire « Ah, ben, il y a les 8 ou 9 qu'on connaît, justement, que j'ai diffusé sur YouTube. Toutes mes vidéos sont là. Il y a 1000 heures. Nanana, je peux vous en sortir d'autres si vous voulez. » Mais, il dit « Ah, quand je faisais ça, ben là, j'étais là, puis... » dans le corridor, puis là, j'envoyais un autre qui était là-bas, puis là, je demandais à l'interviewer, puis là, j'y allais. Fait que, des fois, j'ai juste la vidéo de 1, mais j'en ai interviewé 3-4 dans la même journée. Ah. Tout le temps... Ben oui, c'est ça. Il est dans la prison, puis il fait « Ah, check l'autre, il est là. » C'est comme dans une banque, là. Ouais. Mon ami, il est là, puis là, il s'en va l'interviewer l'autre, puis c'est ça. un autre, puis un autre. Puis, ben oui, c'est de même, ça marche. Puis, c'est un peu comme on disait aussi tantôt, là. Pourquoi, genre, 77? Parce que, si tu regardes John Douglas, OK, la sommité, là, lui, dans sa vie, il en a interviewé une trentaine. Ouais. Fait que là, pourquoi est-ce que c'est plus que le double? C'est une méchante différence. Pourquoi est-ce que tu es allé, genre, bold, aussi haut que ça? Ouais. Jusqu'à ce jour, justement, Stéphane n'a jamais vraiment avoué tout, OK? Parfois, il dit avoir exagéré sur un point. Il dit tel mensonge pour telle raison, mais jamais il va vraiment apporter d'excuses, soit au public, soit aux victimes aussi collatérales des meurtriers qui semblent tant adorer. Oui, parce que là, il a fait comme des genres de fausses entrevues. Il y a des gens là, qui peuvent être très choqués de ça. Oui. Dans ses jeunes années, justement, il rêvait de fiction ou de romans d'horreur. Oui. Sa carrière dans le cinéma, ça a sûrement... qui n'a jamais vraiment décollé aussi. Semblait avoir besoin de toujours... Il semblait avoir besoin de toujours plus d'adrénaline, de sensationnalisme. De gloire, de reconnaissance, d'estime. C'est ça, je pense même pas, tu sais... Je sais pas à quel point il a fait de l'argent avec ça, là, mais je veux dire, je pense que s'il aimait la gloire, carrément. Là. Il aimait son fanbase, il aimait être la personne la plus intéressante de la pièce. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Puis, tu sais, dans une entrevue aussi donnée après tout ce dévoilement, là, il dit avoir le syndrome de l'imposteur, OK? C'est pas exactement la même chose, le syndrome de l'imposteur, mais il dit dans le sens que en ayant des parents aussi grandioses, OK, lui, il se sentait jamais à la hauteur. T'sais, en plus, il a comme quitté l'école, il était pas destiné à avoir une grande vie, t'sais. Fait qu'il dit pour pas décevoir ses parents, il s'est inventé toute sa vie, tu sais, puis son personnage, tu sais. Mais c'est pas une excuse. Pour avoir un... Non, c'est ça. Il y en a plein de monde que leurs parents sont extraordinaires. Pour chaque humain extraordinaire, il y a possiblement un enfant qui se trouve pas assez extraordinaire, mais c'est pas une raison pour mentir. Non, c'est ça. Donc, au final, ses éditeurs et producteurs vont le laisser tomber. Ben oui. Son projet de roman illustré, justement, sur Michel Fourniret est tombé à l'eau. Ouais. Une chance. Il avait des projets de séries télé aussi à propos de sa vie qui ont été annulés. Il dit qu'il conserve toujours un certain nombre d'abonnés quand même sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a comme 10 000 abonnés de fans là, qui vont continuer à l'aimer. Il a quand même écrit des livres qui sont pas faux, là, mais tu sais. Oui, puis il en a fait des entrevues. Ouais, c'est ça. Les choses qu'il a faites, les choses qu'il a véritablement faites peuvent être bien, mais tu sais, il en a inventé le 3/4. C'est la manière que tu parles, fait que c'est ça. Ouais.
C'est comme la semaine passée avec Apollo. Il en a fait, la bonne popote, là. C'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a comme tellement de mensonges que... Non, c'est ça. Mais ça reste que, tu sais... C'est des gens tu peux qui plus acceptent faire pas d'être confiance. moyen, tu sais. Non, effectivement. C'est ça. T'sais, moi, dans ma job, là, je suis moyenne. Là. C'est pas Ouais. grave, là. Je suis pas la meilleure, là, mais... Fais attention, là, tu vas te faire pogner Oui, comme Wood. exactement. On va me faire poigner. J'avais mis un petit aparté aussi parce que je trouvais ça cool, mais je l'ai pas mis dans la chose. En fait, il y a une demi-sœur. Ah, OK. OK? Tu as demandé s'il était enfant unique. Oui. En fait, son père avait eu une amante. Ah, une amante. C'est Ouais. pas sa première femme. Il y avait une double vie, en fait. Oh. Il y avait 2 familles, son père. Ah, mais Et- ceci explique cela. Et un jour, il a rencontré justement sa demi-sœur qui s'appelle Claude Marie. Et elle, en fait, quand Jean Bourgoin, là, le père de Stéphane, a décédé, justement, elle avait le goût. Elle connaissait la double vie, hein, parce que son père, il venait. Ah, OK. Fait Mais qu'elle il savait qu'il y avait repartait. une autre famille. C'est ça, eux autres, ils vivaient dans le 4e arrondissement. OK. Hein, Claude Marie, sa sœur et Oh. sa mère. Fait qu'il y avait 2 enfants avec une autre femme. Et toute sa vie, il a gardé ça caché. Et c'est juste à sa mort que Claude Marie est allé rencontrer Stéphane. Et Stéphane a appris ça. Mhm. Et ça concorde pas mal aux mêmes années où il a commencé à fabriquer les mensonges, dont la mort de sa copine. Ah, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est héréditaire ou peut-être qu'il s'est dit, tu sais, je suis capable, moi aussi, d'avoir une double vie puis mener la vie que je veux puis pas me faire pogner toute ma vie, tu sais. Oui, il s'est peut-être dit, mon père, c'était quelqu'un tellement extraordinaire et il mentait. Ça l'empêche pas que moi, je le trouve extraordinaire. C'est ça. Fait que peut-être que je peux être extraordinaire puis mentir. Peut-être que les gens extraordinaires mentent. Ouais. T'sais, ils sont peut-être pas 100% sincères, t'sais. Fait que lui, il s'est dit, peut-être, là, on fait de la psychologie à 2 cents, mais peut-être qu'il s'est dit, ah ouais, c'est ça que ça prend pour être extraordinaire. Je suis capable, Ouais. dans le fond, t'sais. C'est ça. Ah, c'est donc bien intéressant. On fait même de la psychologie à crime tonique. Mais, écoute, j'en aurais pour 1 heure encore là, de choses que j'ai pas racontées, là, de petits faits soulevés, de vidéos de monde là, qui ont trouvé des mensonges ou des choses comme ça. Là, mais Hey, on peut regarder peut-être pour fascinant, un je spécial ou si vous en connaissez, là, Oui. puis tout, écrivez-nous sur Facebook ou d'autres, là, si vous avez d'autres anecdotes là, de Stéphane. Là. Hey, j'avais jamais entendu ça. Puis moi, ça me fascine les gens que tu te rends compte après 40 ans. Après 40 ans, là, tu sais, comme la semaine passée aussi, là, le cas que j'ai fait qui était... que j'ai un blanc. Stéphane Glass. Oui, Stéphane Glass, c'est ça que tu te rends compte après des années que c'est ça. Que ce soit Apollo, que ce soit... on l'a dit Boringo. Bougingo, hein? Bougingo, oui, le journaliste québécois. Ça me fascine que des gens puissent mentir comme ça, puis se croire, puis être bon, puis être adulé. Parce que moi, je me dis tout le temps, là, il doit y avoir un moment où est-ce que le monde te dise « Oh, wow! C'est tellement hot ce que tu fais! » Puis je sais pas, tu fais le pas cheap, genre, de faire comme « C'est pas si hot que ça, ben non! » Ouais, c'est ça. effrayant ce qui est arrivé à votre copine. T'es comme genre, oh oui, vraiment. Il me semble, là, je filerais tellement cheap. Oh my Il y a God. toujours une partie de vérité, mais il en rajoute. T'sais. Ouais, mais même à ça, il me semble que je me sentirais pas bien dans mes mensonges. Merci infiniment pour ce cas-là. C'était vraiment, vraiment super bon. Merci à toi. Et on revient la semaine prochaine avec d'autres histoires. Oh, là, ça va être le tour de notre épisode de Top quelque chose. Ouais, combat des crimes. Combat des crimes la semaine prochaine. On dit-tu le terme ou on reste ça? Ouais, vas-y. OK, on Enfin. fait un spécial Fête des pères. Oh yeah. Oh yeah! Fait qu'on Ok. vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien! au revoir. Ciao!